Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 octobre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Les Parisiens avaient-ils oublié qu'ils avaient une revanche à prendre? Ont-ils mis leur ego et leur fierté de côté pour se laisser ainsi balader par un adversaire qui leur avait fait tant de mal il y a tout juste 1 an et demi? Comme en mars 2019, le PSG, finaliste de la dernière édition, il est toujours bon de le rappeler, était pourtant nettement favori dans son duel face à Manchester United. Mais une nouvelle fois surpris, une nouvelle fois vaincu par des Red Devils, pourtant loin d'être éblouissants dans leur championnat domestique. Les Parisiens battus 2-1 sont passés à côté, ça arrive, mais c'est leur première défaite à domicile en phase de poule depuis 16 ans. Première défaite en 25 matchs de poule sous l'ère QSI. Des stars pas au rendez-vous, si ce n'est Keylor Navas, qui leur a évité l'humiliation. Et une défaite qui met déjà la pression sur l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Entre ses choix et ses déclats d'après-match, cette soirée au Parc des Princes lui aura fait beaucoup de mal. Mais il aura peut-être sauvé la tête d'Ole Gunnar Solskjaer à United, exactement en fait comme il y a 1 an et demi. Chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 est avec nous dans Flash Foot, son parcours, sa saison, ses ambitions. Aujourd'hui, c'est l'attaquant du SCO, Stéphane Bauken, qui se prête au jeu. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Bon Stéphane, on va revenir effectivement sur ce début de saison du SCO. Angers est aujourd'hui 11e au classement. Le SCO n'a pu faire qu'un match nul dimanche contre Metz. T'étais toi suspendu pour ce match. Si on fait un peu le bilan depuis le début de saison, 3 victoires, 3 défaites, 1 nul. Des débuts un peu mitigés pour Angers. Qu'est-ce qui vous manque selon toi ? Je pense qu'il nous manque peut-être un peu plus de régularité. Parce qu'on voit qu'on gagne, on perd. Justement, c'est un petit peu cette irrégularité-là qui fait que nos débuts sont mitigés, sont plutôt bons, mais pas si bons que ça. Et on voit aussi que contre des grosses équipes comme Montpellier, Lyon et Bordeaux, on n'a pas su reproduire notre jeu et être bon. Alors, tu parlais des grosses équipes, il y a eu cette lourde défaite juste avant à la trêve face au Paris Saint-Germain, 6-1. Tu les as trouvées comment, toi, par rapport aux saisons précédentes ? Le PSG qu'on a joué ce soir-là, il était très fort, très fort. Depuis le début de saison, ils n'avaient pas leur équipe type. Et là, comme par hasard, quand on tombe contre eux chez eux, ils avaient toute leur équipe type. Et on a bien vu la différence de niveau entre eux et nous. Et c'est vrai que par rapport aux saisons précédentes, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'ils avaient progressé ou qu'ils étaient aussi forts que les saisons précédentes. Après, c'est sûr que sur d'autres matchs où il n'y avait pas leurs joueurs titulaires, le niveau pouvait un petit peu varier. Alors tu vois, on a beaucoup entendu, notamment pendant le mercato, que Tourelle se plaignait effectivement de son effectif en disant qu'il était moins performant, moins fort que la saison dernière. Toi, tu les as trouvés aussi forts, si ce n'est plus encore que les saisons précédentes. Qui c'est qui t'a le plus impressionné sur ce match ? Tous. Après, sur ce match-là, ils avaient toute leur équipe en fait. Il manquait juste Di Maria. Donc sur ce match-là, j'ai trouvé qu'ils avaient le niveau des années précédentes et sur le terrain, ils étaient tous impressionnants dans le sens où on sent qu'ils ont un niveau supérieur au nôtre et on voit qu'ils sont pas allés en finale de Ligue des Champions pour rien, quoi. Stéphane, tu me parlais d'irrégularité tout à l'heure. Quels sont les mots de coach Moulin dans le vestiaire en ce moment ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qui nous dit qu'on a justement un petit peu de mal d'être régulier, justement. On voit qu'on fait de bonnes choses et malheureusement qu'on fait aussi de mauvaises choses. On le voit même lors de la victoire contre Brest, même ce week-end-là, on a fait de bonnes choses, mais on a aussi fait de mauvaises choses et ces mots, c'est de trouver notre rythme de croisière pour continuer à être performant, être régulier dans le positif, quoi. Sur son style et sur ses principes de jeu, la saison dernière, sur la lignée de la précédente, vous aviez à Angers un style beaucoup plus offensif, avec beaucoup de conservation de balles, un style qui tenait aussi à cœur à Moulin, et qui avait, il faut le dire aussi, les joueurs pour. Il avait Reine Adélaïde, Ait Nouri, Santa Maria. Enfin, là, on est reparti sur quelque chose de plus prudent, et pourtant, ça vous réussissait, ce style ambitieux, offensif. Ouais, ça nous réussissait, parce que il y avait comme vous avez dit, Santa Maria et consorts qui sont partis, des joueurs qui étaient là depuis des années, donc forcément, quand on a des joueurs qui sont là depuis des années, la cohésion hors et principalement sur le terrain, il y avait une grande confiance, mais maintenant, justement, quand ces joueurs-là sont partis,
Le club a justement reconstruit avec différents joueurs et je pense que le coach est reparti sur une base plus prudente parce qu'il faut que cette cohésion se fasse rapidement pour retrouver ce niveau de conservation offensive qu'on avait débuté à faire l'année dernière. C'est pas trop frustrant, d'autant plus lorsqu'on est attaquant, d'autant plus lorsqu'on joue à ton poste, Stéphane? On se dit que c'est comme ça, c'est le foot. Hein. On se dit que voilà, il y a des clubs où c'est comme ça, il y a des situations où c'est comme ça, mais on prend le temps, on essaie de s'adapter à la composition, au style de jeu qui est actuellement là et je pense que quand la confiance sera là et la cohésion sur le terrain sera là, je pense que le jeu sera encore plus libéré, autant libéré que l'année dernière et offensivement, on prendra encore plus de plaisir qu'on ne le prend maintenant. Mais pour l'instant, c'est un peu frustrant. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Le foot, c'est pas comme on joue pas tous au Bayern, donc c'est comme ça. Tu me parlais d'effectifs chamboulés. Il a été pour le coup pendant le mercato. Comment ça se passe l'intégration des nouvelles recrues, notamment Bouffal qui est revenu à la maison, Ibrahim Amadou qui est arrivé aussi? Ça se passe bien. Il y a justement, vous avez dit Bouffal, Ibrahim, il y a aussi Loïs, il y a aussi Jimmy Cabot, il y a aussi plein d'autres joueurs. Ça se passe extrêmement bien car c'est de base, c'est vraiment de bons mecs en fait. C'est des mecs qui ont la tête sur les épaules, qui quand ils sont arrivés, ils sont directement fondus dans l'équipe, donc l'intégration se passe très 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 bien. Il y a eu bizutage ou pas? Pas encore, ça va arriver justement là. Ça va arriver là? Ça va arriver bientôt, ouais. Stéphane, c'est quoi pour toi la force du SCO? On parle parfois de dalle en juin, c'est quoi pour toi? C'est ce que vous avez montré en renversant par exemple Brest fin septembre, c'est ça la force du SCO? Exactement, je pense que c'est l'un de nos points forts en fait de ne jamais rien lâcher. Après on peut passer à travers, on l'a vu contre Montpellier, contre le PSG, on peut passer à travers, mais la principale force c'est de jamais rien lâcher et je pense que le match type de cette année ça a été le match contre Brest, d'être mené au score, d'être mal mené dans le jeu, de pas avoir beaucoup de possession, d'être en difficulté et de voir qu'à la fin du match on a inversé la tendance et on a gagné. C'est la principale force de Angers. Ça va devenir une référence ce match pour vous? Pour construire pour la suite? Ouais, je pense. Ça va être une référence dans le sens où quand on va tomber sur des matchs comme ça, on aura les ingrédients pour renverser le match. Et on aimerait que chaque match, on les aborde plus facilement, plus tranquillement, plutôt que se faire un petit peu beauté pour réagir. Le week-end dernier, dans le groupe, c'était le retour aussi, parce qu'on parlait de l'effectif, c'est le retour de ton compère et concurrent en attaque, Rachid Aloui. Comment il va? Très bien. Très, très, très bien. Il est là, l'entraînement. Il travaille bien. Il est en forme. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas avec nous et je trouve qu'il est vraiment très, très en forme. Donc, tout va bien. Bon, et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu attends de cette saison? De pouvoir enchaîner, de prendre du plaisir, de marquer des buts. T'as été pas mal embêté par les blessures la saison dernière. Tu voudrais bien sûr éviter ça. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit de pouvoir enchaîner comparé à la saison dernière. Donc, d'éviter les blessures et d'être plus régulier comme je l'étais la première saison au SCO. Quel est le joueur, Stéphane, qui t'a le plus impressionné depuis 9 ans en Ligue 1, depuis tes débuts en Ligue 1? L'adversaire et le coéquipier? L'adversaire qui m'a le plus impressionné, je dirais Thiago Silva. Parce que je trouve que c'est un défenseur complet, dans le sens du placement, dans le sens de défendre. En fait, quand on attaque contre un défenseur comme ça, c'est très 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 dur, parce qu'il est intelligent dans son placement, il anticipe énormément de choses. Donc je dirais que c'est lui en tant qu'adversaire. Après, en tant que coéquipier, j'ai plusieurs coéquipiers. Je dirais Digar à l'époque, quand j'étais à Nice. Je dirais aussi Baptiste quand étant à Angers. Santa Maria. À Strasbourg, je dirais Dimitri Lénard, parce que ce sont des personnes dans le jeu qui sont très très intelligents et très très intelligentes et qui sont toujours portées vers l'avant. Je crois qu'il y avait une admiration aussi particulière pour Edinson Cavani, Stéphane. Oui, c'est une admiration. Je dirais que c'est quand même un exemple pour tout attaquant, quelqu'un qui marque des buts, qui fait marquer. Et en plus de ça, il est dans le jeu. Je pense qu'il est complet. Il défend. Je pense que c'est le type d'attaquant complet que chaque attaquant aimerait devenir. Un peu comme Lewandowski aussi, c'est pareil. C'est des attaquants qui marquent des buts, qui font marquer et qui défendent. Donc c'est sûr que c'est des attaquants qu'on prend en exemple. Quand tu vois Strasbourg, ton ancien club en difficulté, celui avec lequel tu as vécu la montée, d'abord en Ligue 2, puis en Ligue 1, club avec lequel tu as découvert finalement le haut niveau, le Racing qui a vécu dimanche un 6e revers en 7 journées, c'est très compliqué, c'était face à Lyon. Tu les suis encore? Qu'est-ce que ça te fait de les voir dans cette situation? Je suis pas vraiment très inquiet parce que je sais que voilà, ils ont peut-être mal commencé, mais ils vont vite réagir. Et dès ce week-end-là, en fait, dès le match contre Lyon, on l'a vu. On a vu un autre Strasbourg qu'on n'avait pas vu, je pense, depuis le début de saison. Offensif, très dangereux. Malheureusement, la première temps les a un peu plombés, dans le sens où vous avez pris 3 buts. Mais je suis pas très inquiet parce que je sais qu'il y aura une réaction. J'ai une totale confiance dans eux, ils sont très compétents, les joueurs pareils. Donc c'est vrai qu'au niveau comptable, c'est pas trop ça, mais je pense que là, leur chance va tourner et ça va aller de l'avant. Et je pense que déjà, le match de Lyon, ça va, même s'ils ont perdu, ça va leur servir de référence, dans le sens où ils ont été, je pense, supérieurs à Lyon en deuxième mi-temps. On a vu effectivement d'autres ambitions dans le jeu strasbourgeois dimanche face à Lyon. Bon, malheureusement, il a fallu attendre quand même effectivement les 3 buts lyonnais pour qu'il y ait une réaction.
T'es le genre de joueur à regarder les matchs, Stéphane, sur ton temps libre? T'es le genre de joueur qui se passionne pour le foot ou qui regarde pas trop? Je regarde le plus de matchs possible. Hein. Je regarde la Ligue 1, je regarde la Ligue 2, parce que j'ai aussi beaucoup de collègues à moi qui jouent en Ligue 2. Je regarde le championnat anglais, le championnat allemand. Ouais, je regarde beaucoup de matchs de foot. Tu me parlais de Didier Digard tout à l'heure. Est-ce que c'est un regret pour toi de jamais t'être imposé dans ton club formateur à Nice? Non, pas un regret, parce que je me suis dit qu'au final, le fait est que je me sois pas imposé, ça m'a ouvert la porte à un autre challenge, qui a été le challenge de Strasbourg, et je trouve que ça a été un énorme challenge de club en national, de le monter en Ligue 1, et maintenant, grâce au chemin que j'ai pris, je suis, on va dire, un joueur confirmé de Ligue 1, donc c'est pas forcément un regret. Après, c'est sûr qu'on aimerait réussir dans son club, mais au vu de ma situation actuelle, je peux pas dire que ça a été un regret de pas avoir réussi à Nice. C'est le chemin finalement qui t'a amené jusqu'ici. Tu regardes beaucoup de matchs, donc tu regardes la Première Ligue, la Bundesliga. Ta seule expérience à l'étranger, Stéphane, c'était il y a 6 ans. C'était un prêt en Écosse, à St Mirren exactement. Est-ce qu'il y a un championnat que tu aimerais bien découvrir? Oui, que j'aimerais bien découvrir. J'aime bien le championnat allemand et le championnat anglais. Le championnat allemand, car c'est un championnat qui est box to box, un peu comme le championnat anglais en fait. On voit que là-bas, beaucoup d'attaquants prennent du plaisir, marquent des buts, et c'est un championnat où il n'y a pas trop de calcul, de tactique, de calcul. C'est un championnat qui va de l'avant, qui recule, qui va de l'avant, et c'est un championnat qui m'intéresse beaucoup. T'avais un bon de sortie il y a 1 an, pourtant t'es resté au SCO, Stéphane, pourquoi? Et voilà, la conjoncture a fait que je sois resté ici. Après, il n'y a pas eu de propositions concrètes vis-à-vis du club. Donc, on fait voilà, on se contente de ça, et je suis resté au SCO, et je suis pas mécontent d'être là. Ton papa, Paul, qui est un ancien pro, ancien attaquant lui aussi, a beaucoup compté, je crois, dans ta carrière. Il continue de te conseiller aujourd'hui? Oui, tous les jours, et principalement chaque week-end après chaque match. Il regarde mes matchs, il me donne énormément de conseils. De toute façon, il me le répète tout le temps, un attaquant, ça doit être décisif, que ce soit soit pour marquer, soit à faire marquer. Et j'écoute tout simplement ses conseils, hein, qui, je pense, jusqu'à présent, m'ont fait progresser encore et encore. Quels ont été ces mots quand t'as pas été appelé, parce que ton papa était un ancien international camerounais, quels ont été ces mots envers toi quand t'as pas été appelé pour la dernière trêve? La dernière trêve, c'était donc au mois d'octobre, il y avait un match amical contre le Japon. Toi, t'as été le meilleur buteur du Cameroun à la dernière CAN, t'as fait un bon début de saison, quand t'as pu revenir effectivement après tes blessures, t'as fait un bon début de saison. Tony Conceição t'as pas appelé. Quels ont été les mots justement de ton papa, de tes proches à ce moment-là? Que voilà, c'est le foot, hein. Malheureusement, le foot, des fois c'est beau, des fois c'est pas beau, et là, ça a été un choix du sélectionneur, tout simplement. Moi, je sais que ma conscience et mes performances, comme vous l'avez dit, font que j'avais la tête tranquille, en fait. Donc, il m'a dit de rester tranquille, que j'avais fait le job sur le terrain, qu'il faut continuer à faire le job, et que le sélectionneur, il va t'appeler. Il n'y a pas forcément de raison, mais encore une fois, par rapport à la dernière CAN, par rapport à mon début de saison, moi, quand j'ai pas vu mon nom, je me suis dit, au moins, sur le terrain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis bon, et tant pis malheureusement pour la sélection, mais bon, après c'était des matchs amicaux, et on verra quand ça sera les matchs de qualification. Il m'a tout simplement dit de rester tranquille et de continuer à travailler. Parce que ton papa, il a connu ça en plus, lui, étant joueur. Exactement. Donc il y a eu de la déception, j'imagine. Est-ce que tu as pu en discuter avec Tony Conceição, avec ton sélectionneur? Est-ce que vous avez pu en parler? Non, j'ai pas eu de contact avec lui. J'ai eu aucun contact avec personne de la sélection. Il t'a pas appelé depuis qu'il est arrivé? Non, j'ai eu aucun contact avec lui, et bon, après c'est comme ça, hein. On va pas. Je suis quelqu'un qui ne se plaint, enfin qui essaie de pas beaucoup se plaindre. Et moi j'ai pas de nouvelles, c'est pas grave, tant pis. Moi je continue à travailler, et je pense que la Ligue 1 et les gens au Cameroun voient mes performances, et peut-être qu'un jour il décidera de m'appeler, et on ira de l'avant, tout simplement. Et ça paiera forcément. Il fait quoi, Stéphane Bahoken, en dehors des entraînements? En dehors des entraînements, je me repose tranquillement, je m'occupe de mon fils, je regarde des séries, et voilà. Je fais pas grand-chose. À Angers, c'est une ville assez tranquille, donc on fait pas énormément de choses, quoi. Et dis-nous quelque chose sur toi que les gens ne savent pas. Très récemment, je me suis investi comme mon ancien compère Baptiste Santamaria, dans les chevaux, en fait. Ah, t'as suivi la passion de Baptiste? Exactement, ça commence à devenir aussi pour moi une passion, quelque chose que je connaissais pas, et on a pris un cheval ensemble, en fait. Mm-hmm. Le fait d'aller voir ce cheval tous les jours, de le voir courir et tout, c'est vrai que ça procure une émotion différente, une chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc en ce moment c'est mon hobby, et je pense que c'est un hobby qui restera pendant très longtemps, quoi. Bon, et ça paye ou pas? C'est un bon investissement? Pour l'instant, il est blessé. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, il est blessé, mais on y croit. Stéphane, c'est qui ton meilleur ami dans le foot? Meilleur ami dans le foot? Enfin, j'en ai plein, hein. J'ai plein d'amis, j'ai pas un seul meilleur ami, j'en ai plein. Je
pense. Tu veux te mettre personne à dos, là, c'est ça? Non, mais c'est vrai en plus. Je dirais généralement les anciens Strasbourgeois avec qui on a connu toutes les montées. Donc je dirais Ernest Eka, je dirais Johan Salmier, Dimitri Lénard, Jérémy Grimm, tous ces anciens-là Vous êtes restés proches? on est vraiment restés proches. Je dirais principalement eux parce que justement on est un peu explosé dans différents clubs et on est quand même encore très très en contact. Stéphane, dernière question. Vendredi soir, il y a ce déplacement au Roison Park sur la pelouse de ceux qui étaient leaders jusqu'à ce que Lille ne leur chipe la place ce week-end. Rencontre face à des Rennais qui font un très solide début de saison. Comment est-ce que vous abordez ce match? On aborde ce match dans le sens où on sait que ça va être un très très gros match. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un très bon début de saison. Ils n'ont pas perdu. C'est un petit derby ici, donc on s'attend à un énorme match et ça sera à nous d'élever notre niveau pour essayer de les faire chier, quoi. Tu sais que tu fêteras ton 100e match en Ligue 1? Ah, je savais pas. Donc maintenant, je le sais. Bah voilà, ce sera ton 100e match, Stéphane, en Ligue 1 face à Rennes vendredi soir. Je te souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses et puis on va te suivre toute cette saison avec Angers, Stéphane. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Allez, on passe à la rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, jour de retour en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, on revient sur le destin d'un homme qui aura beaucoup compté à l'OM, Robert Louis Dreyfus. L'histoire d'un milliardaire passionné de foot. Il aurait dû racheter l'AS Saint-Étienne, mais la famille Guichard, père fondateur des Verts, s'y est opposée. Et finalement, il y a 20 ans, Robert Louis Dreyfus rachetait l'Olympique de Marseille. C'est à l'époque la mairie de Marseille qui fait appel à lui. Nous sommes en décembre 1996. Le club miné par les affaires des dernières années vient de remonter en première division et a besoin d'un mécène. Ça tombe bien, le PDG d'Adidas a les fonds et parle alors de créer un Bayern du Sud. Robert Louis Dreyfus veut redonner à l'OM ses lettres de noblesse. Je veux gagner un championnat, j'adore ce club. Et évidemment, il y a des moments où on a un petit coup de blues quand tout ne marche pas parfaitement, mais je suis très attaché et je veux gagner enfin des trophées. Bologne, la Corogne, le départ de Laurent Blanc, le retour de Tapi, Anigo, Marcelo... Et les affaires, le transfert raté de Nouma, les coups d'éclat de Drogba, il s'en sera passé des choses à Marseille sous le règne des Louis Dreyfus qui auront vu passer pas moins de 280 joueurs à la commanderie, le centre d'entraînement des Marseillais qui depuis son décès porte son nom. Hors des normes, propriétaire atypique, l'homme d'affaires franco-suisse qui descendait parfois en tongs sur la pelouse du Vélodrome aura au total investi 169 millions d'euros dans le club. 20 ans plus tard, Margarita, son épouse, qui avait repris le business à sa mort en 2009, a opté pour l'austérité avant de finalement jeter l'éponge, las de combler les dettes du club. Depuis 4 ans maintenant, le club est passé sous pavillon américain avec les McCourt. 45 millions d'euros, voilà le prix auquel Margarita a cédé l'OM, elle qui en espérait 115. Il faut dire qu'en 20 ans, Marseille aura multiplié les désillusions pour seulement quelques frissons trop rares. Un titre de champion de France en 2010, 3 coupes de la Ligue. En France, Marseille a subi la montée en puissance d'abord de Lyon, puis du Paris Saint-Germain. Et puis sur la scène européenne, eh bien, la renommée, l'OM, finaliste en 91, puis vainqueur de la C1 en 93, n'a cessé de s'effriter malgré 2 finales de Coupe de l'UEFA perdues en 99 et en 2004. C'était toujours quelqu'un d'accessible et avec beaucoup de simplicité, humilité. Je crois que c'est les 2 mots importants. C'est quelqu'un qu'on ne voyait pas souvent, mais c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choses pour ce club, pour Marseille, pour les gens. 7 ans après sa dernière participation en Ligue des Champions, ce soir à Athènes, l'OM entre en piste et retrouve un adversaire qu'il connaît pour l'avoir déjà affronté sous l'ère Louis Dreyfus, c'est l'Olympiakos. À l'époque, déjà en phase de poule, Didier Deschamps était sur le banc, la bande à Gignac et Lucho s'était imposée là-bas à l'aller pour perdre finalement au Vélodrome au retour. Mais ils étaient quand même cette année-là allés jusqu'en quart de finale de la compétition. Alors ce soir, l'OM a l'occasion de commencer la rédaction d'une nouvelle page de son histoire. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.